Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des Streaming World ou les sorties de la semaine. Du coup, être passionné, c'est être fan. N'oublie pas, like, partage, abonne-toi et mets les notifications. Générique, c'est parti pour Ciné Story. There it is. Check it out. Move. If you got the nerve, lash out for your just desserts. It's not just the words. Some of y'all heads up in the cloud. I'ma bring y'all back to earth. It's black back to burn. Bullshit y'all talking about. Out your mouth, I'm not concerned. Cause y'all got to learn. It's y'all turn like Detroit Red. When his head had an ultra perm. The long walk to burn your bare heels so to warn your boots. The game camouflage like army suits. But I can see it more clear cause I came with the coupe in here. Ring the alarm and form the troops. Send them out into the world, go to war on the fluke. Eye to eye with the enemy you sworn to shoot. Now I'm coming at your neck, sick of hearing something wrong with me. Motherfucker, something wrong with you. When the cheek just way too smart to question. The enemy, the brothers of a dark complexion. The governments of the world is shark infested. They heavy on weaponry like Charlton Heston, man. Look, it gets low, man. Real low. Now I'm talking about. Yeah, yeah. Look, it gets low, man. Donc, tu connais le principe depuis plusieurs semaines. Je te propose Streaming World, je te fais une sélection de tout ce que j'ai pu regarder, ce qui concerne les séries d'animation, les films d'animation et les films live ou pas, soit sur les plateformes de streaming, soit au cinéma. Donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec une série d'animation et un film d'animation. On va dire une série et un téléfilm. Et deux films, ce sera des biopics, c'est pour ça que je les nommés Ciné Story. Tu as juste trois biopics dans cette semaine, dans ce nouveau volet. J'avoue que j'étais à fond sur les biopics ces derniers temps, j'ai pas mal été occupé. Du coup, comme j'ai des problèmes de connexion, j'arrive pas à faire une vidéo comme je pouvais faire avant, une vidéo à la semaine. Donc je vais essayer de te donner du contenu potable et équitable de tout ce que j'ai pu regarder durant cette absence. C'est parti. Donc, on va commencer tout simplement avec un film d'animation qui est sorti au cinéma en 2022, c'était fin 2022, et maintenant disponible sur des plateformes de streaming en VOD et sur YouTube. Bien sûr, j'ai nommé Le Chat Poté, la dernière quête. J'avoue que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont conseillé de le regarder, qui m'ont dit « Vas-y, c'est vraiment intéressant, regarde-le, Mehdi ». J'ai dit vas-y, allez, on va lui donner sa chance parce que je suis pas très fan des films d'animation. Bon, après Shrek reste une valeur sûre, on va pas se dire le premier chapeauté était sympa, mais le deuxième, je voyais pas trop l'intérêt d'en faire un 2. Et bah du coup, on va pouvoir parler du chapeauté, la dernière quête, le chapeauté 2. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas de le louer ou de l'acheter en Blu-ray, parce que maintenant tu vas que le trouver en Blu-ray ou le louer, où il y a des grandes chances qu'il va débarquer sur une plateforme de streaming. Donc c'est la réalisation, c'est Joel Crawford et Januel P. Mecardo, et le scénario c'est Paul Fisher. Les acteurs principaux qui doublent les personnages d'animation, bien sûr, c'est le chapeauté alias Antonio Banderas. Après tu as la voleuse à pattes de velours qui est doublée par Salma Hayek. Et tu as Harvey Guillemot qui est un autre personnage durant l'aventure de Chapeauté. Donc la société de production c'est DreamWorks Animation aux États-Unis, dure une centaine de minutes, 1h30 à peu près en 2022. Alors du coup, le Chapeauté, la dernière quête, le Chapeauté, le dernier vœu, est un film d'animation d'aventure américain co-réalisé par Joel Crawford et Januel Mercado, produit par DreamWorks Animation et distribué par Universal Pictures en 2022. Il s'agit du 6e film de la franchise Shrek ainsi que la suite du spin-off Le Chapeauté. Sorti 11 ans plus tôt, le film raconte les aventures du chapeauté partant à la recherche de l'étoile à vœux, également convoité par Boucle d'Or et les Trois Ours, ainsi que Jack Horner. Et le but de Poté est de faire le vœu de récupérer ses 9 vies, parce que alors qu'il en a déjà perdu 8, il n'en reste plus qu'une, et qu'il est traqué par un mystérieux loup capuchonné et qui désire le tuer, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous révéler qui c'est. Le film est sorti en décembre 2022 et rencontre un succès commercial critique et inattendu. Ses techniques graphiques renouvelées ainsi que des thèmes inédits étant particulièrement salués. Il est nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation.
lors de la 95 cérémonie des Oscars. Donc c'est pas mal, hein. Donc j'avoue que j'étais assez surpris moi de cette aventure du chapeauté. On va te faire une critique rapide. Donc tu connais les personnages de Shrek, hein, forcément, avec le chapeauté, l'âne et toute sa bande de potes. Et du coup là ils ont voulu faire un spin-off, le premier qui était sorti il y a presque 11 ans déjà, le chapeauté. Et là ils ont voulu faire une suite avec toujours Antonio Banderas dans le rôle titre, qui est un acteur génialissime dans le rôle de chapeauté. J'ai trouvé génial. Bon, même s'il y a beaucoup de références à Zorro, parce que Antonio Banderas, pour moi, restera le légendaire Zorro. Il est Zorro. Donc, bon, il y a beaucoup d'inspiration à ce Zorro. Mais c'est vrai que ce film était intéressant parce qu'il est vachement ciblé public enfant, mais avec une histoire plus adulte, plus mature en ce qui concerne le chapeauté, parce que là, il a l'encontre à la mort. C'est la mort qui confronte à la mort, parce que la mort est proche. Et du coup, le fait que le film se consacre à cette histoire de recherche, l'étoile de vœux pour essayer de sauver ses miches, hein, on va pas se mentir, et bah c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal du tout. L'animation est sympa, après toujours des références Boucle d'or, Jack et le Cool, les haricots magiques, il y a toujours des références aux contes de fées classiques, mais qui restent vraiment intéressants et vraiment bien foutus. Si j'avais une note à lui mettre, perso, je lui mettrais un 8 sur 10, pas mal. 8 sur 10, c'est pas mal. J'avoue que je suis très intrigué parce que à la fin de Le Chapeauté 2, ils t'annoncent en gros que Shrek 5 allait arriver, hein, parce que de toute façon, tu s'en doutais un petit peu, ça faisait un moment qu'ils en parlaient. Et Kung Fu Panda 4, je crois, qui arrive. Et du coup, bah voilà, c'est parti. En fait, DreamWorks se relance dans les films d'animation et ressort la plupart de ces grosses productions, en sachant qu'il y a une autre aussi grosse production qui était intéressante. C'est la trilogie du film d'animation de Dragon. Si tu ne les as pas vus, ils sont vraiment génialissimes. Et que maintenant, ils ont un projet d'en faire un film live qui est vraiment intéressant. C'est un gros défi. J'avoue que DreamWorks met la barre très haut, mais vous qu'on a beaucoup eu de déceptions ces derniers temps du côté de Disney et de Pixar, les derniers films étaient pas ouf. À part les studios Illumination Studios qui nous ont valu un super film d'animation avec Mario Bros, mais qui ne fait pas partie de Disney, qui est autre part que Disney. DreamWorks était plus dans le game depuis quelques temps et du coup là il est revenu en force avec ce chapeauté numéro 2 et avec tous les différents projets qu'il a en cours. Du coup c'est vraiment très intéressant, même s'il continuait malheureusement à faire des petites séries d'animation pour les enfants. Il y a eu une série Kung Fu Panda, il y a eu une série sur Dragon, il y en a eu plusieurs, donc voilà. Il a toujours été dans le, on va dire, dans le rétroviseur de Disney. Et là reprend la puissance en force avec les studios Illumination. Franchement, une contre-attaque de malade. Et je pense qu'ils vont mettre une sacrée gifle à Disney parce que Disney n'a plus d'idées et ne sait plus quoi faire du tout. On passe au deuxième série d'animation. Et là, on va parler sur Disney justement. Donc la deuxième projet, la deuxième chose que je peux te proposer, c'est la série d'animation qui s'appelle Star Wars Vision. Il y a la saison 2 qui est disponible depuis peu sur la plateforme de streaming Disney+, qui est une série d'animation d'anthologie. C'est science-fiction, c'est Lucasfilm Productions bien sûr, Science Saru, Kinema Citrus, Trigger, Colorido, Geno Studio, Kamikaze Douga et production IG. Et la pays de production, bien sûr, c'est les États-Unis, tu t'en doutes. Donc du coup, qu'est-ce que c'est Star Wars Vision? Parce qu'on en est déjà à la deuxième saison. En fait, c'était des courts-métrages, on peut appeler ça comme des courts-métrages, des petits épisodes d'une vingtaine de minutes. Il y a 2 saisons au total, 18 épisodes. La première diffusion a été le 22 septembre 2021 sur la plateforme Disney+. C'est un peu genre l'exclu de Disney+. Avec toutes les autres exclus, bien sûr. Et du coup, Star Wars Vision, ce qui était intéressant dans Star Wars Vision, c'était une série de courts-métrages qui se cale en fait dans la saga Star Wars, soit entre le 2 et 3, soit entre le 4 et 5, enfin bref, ils arrivent à caler des épisodes qui n'ont absolument rien à voir avec l'ère Anakin Skywalker et Luke Skywalker et Leia. En fait, c'est une série américaine d'anthologie issue de l'univers Star Wars, diffusée dans son intégralité depuis le 22 septembre 2021 sur Disney+. Elle est composée de 9 courts-métrages réalisés par des studios d'animation japonaises ou autres, bien sûr. La deuxième saison est diffusée également en intégralité depuis le 4 mai 2023, avec toujours les studios d'animation japonais, mais également des studios provenant de Inde. C'est la nouveauté de cette saison. Du coup, Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Espagne, du Chili, de la France, l'Afrique du Sud et des États-Unis. Donc voilà, alors le synopsis est simple. C'est une série de courts-métrages d'animation présentés à travers des visions de meilleurs créateurs de films d'animation du monde se déroulant dans l'univers de Star Wars, en sachant qu'il y a beaucoup d'influences en ce moment dans cette saison 2, hindoue, française, japonaise, il n'y en a pas beaucoup cette saison. Une première saison mettant en scène 9 épisodes inédits, chacune indépendante pouvant traiter de romances, d'humour et de drame et de batailles épiques.
Dans un style japonais, ces histoires sont créées en dehors des contraintes de l'univers canon et donc des événements s'y déroulant. N'impacte pas la saga originale forcément pour offrir une liberté de création à chaque réalisateur de studio. Voilà. Une deuxième saison offre 9 nouvelles histoires et s'ouvre à d'autres studios d'animation, autres pays. Voilà, donc voilà, c'est en gros, bon, comme je te dis, c'est des petits courts-métrages. Tu vas voir un court-métrage de l'Inde sur l'univers de Star Wars, un court-métrage du Chili sur Star Wars. Soit ils reprennent l'histoire des Jedi ou des Sith, ou ils reprennent une histoire complètement qui a absolument rien à voir. Et du coup, dans cette saison 2, il y a eu beaucoup de pays différents, très peu de films japonais, comme je te l'ai dit. Dans sa globalité, il y a un mix entre la 2D et la 3D qui était plutôt pas trop mal fait. Les animations sont sympas. Les histoires, il y en a certaines qui sont à chier et les autres qui sont plutôt sympas à regarder. C'est intéressant, c'est différent, mais bon, on va dire que cette saison 2, je m'attendais pas à grand chose, mais c'est malheureux, c'est pas ouf, hein. On va dire, c'est juste un petit truc, voilà, vite fait, quoi. C'est pas ouf non plus, mais ça reste sympa si tu veux rester dans l'univers de Star Wars et que tu veux avoir d'autres visions, parce que c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, du coup, Star Wars Vision, des visions de d'autres créateurs et d'autres réalisateurs, d'un œil nouveau, un œil neuf sur l'ère Star Wars et la saga Star Wars. Donc si j'avais une note à mettre sur cette saison 2, alors je lui mettrais un 4 ou un 5, pas plus, parce qu'il y a certains épisodes qui vaut vraiment pas le coup, qui sont vraiment chiants. Bon, heureusement que ça dure que 20 minutes, parce que des fois tu te dis mais tu sais pas où ça va, quoi. Et certains épisodes, ça reste intéressant, reste bien fait, avec un petit effort d'animation, un petit effort de réalisation. Tu vois qu'il y a quand même il y a un effort de vouloir faire quelque chose de bien, de potable, en respectant l'œuvre originale, mais qui ne sort pas de la normalité, quoi. C'est pas ouf à souhait, quoi. Voilà. On peut passer à le premier téléfilm. C'est parti. Donc, quel est le premier téléfilm que je t'ai proposé? Tu as sûrement reconnu la chanson qui est en fond. Je crois que c'est un truc que tout le monde reconnaît en 3 secondes. C'est bien sûr Netflix qui a racheté les droits, et c'est bien sûr Power Rangers, toujours vers le futur, le fameux téléfilm Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, qui est réalisé par Charlie Haskell et Rebecca Barnes et Alwyn Dale qui jouent le scénariste, enfin qui sont fait le scénario. La musique c'est Rob Wasserman. Les acteurs principaux sont bien sûr les acteurs originaux de la première série Power Rangers qui est sortie dans les années 90, en 1993, mais ils n'ont pas tous les acteurs d'origine, il y en a certains qui sont revenus et d'autres non. Donc tu as Steve Cardenas qui jouait le rôle du Power Ranger rouge, mais le deuxième Power Ranger rouge, mais pas le premier. Tu as Walter Jones qui était, si je dis pas de bêtises, le Power Ranger noir, qui est l'original, le premier. Tu as Johnny Young Bosch qui était le deuxième Power Ranger noir. Non, c'est même pas ça, je crois. Tu as David Yost et Catherine Sutherland qui est la deuxième Power Ranger jaune. David Yost c'était le Power Ranger bleu original qui sont revenus. Enfin, tu as 3 Power Rangers originales qui sont. Enfin, 3. Tu as 4 Power Rangers qui sont revenus de la série originale. Enfin, il y a le rose et le rouge qui sont les Power Rangers deuxième génération. Et tu as le bleu et le noir qui sont les acteurs de la première saison, en fait. Voilà. Je sais pas si je suis clair dans mes propos, mais bon, à peu près, tu verras les extraits, les photos, tu comprendras. Mais oui, en gros, c'est ça. Ils n'ont pas fait revenir les autres, ils ont fait revenir que certains, parce que les autres ont refusé, tout simplement. Tu as aussi un petit retour de Adam, qui est le Power Ranger noir, et le Aisha, qui est le deuxième Power Ranger jaune et noir, qui sont de retour. Tu as des références bien sûr, à le Ranger vert, qui est mort récemment. Qui était interprété par, dans la série, ça s'appelait Tommy Lee. Je suis désolé, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, c'est la honte. Ça va me revenir, hein. Et c'était David, je crois, il s'appelait David, un truc comme ça. Et tu as des références bien sûr aux anciens Power Rangers, mais c'est pas non plus ouf à souhait. Donc la société de production c'est Entertainment One, et les productions c'est Hasbro. Pays de production c'est États-Unis, science-fiction, il dure une 50aine de minutes, il est sorti en 2023. Donc sur Netflix, hein, bien sûr, si tu veux le voir. Donc Power Ranger, toujours vers le futur, Mighty Morphin Power Ranger, Once and Always, est un téléfilm spécial américain réalisé par Charlie Haskell, diffusé en 2023 sur Netflix. Il fait suite à la série Power Ranger Mighty Morphin, qui est diffusée en 93 et commémore le 30e anniversaire de la série. Alors, en tenant de ramener à la vie le chef Zordon, Billy Cranston, qui est le Ranger bleu, et le robot Alpha 9, font revenir une version robotisée de Rita Repulsa, qui est la première ennemie jurée des Power Rangers, lors d'un affrontement avec leur Némésis, le Ranger jaune.
Trini Kwan est tuée, et dans la vraie vie, malheureusement, Elatrix est mort d'un accident de voiture. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu la faire disparaître dans la série, tout simplement. Aidé du ranger noir Zach Taylor, Bill va alors annoncer la mort à sa fille Trini Min. Cette dernière est déterminée à se venger et à endosser le costume de sa mère défunte, mais Billy et Zach s'y opposent. Un an plus tard, les Power Rangers affrontent à nouveau Rita et les sbires maléfiques, le Sinzard, et ce dernier parvient à kidnapper les pouvoirs de plusieurs rangers, donc Tommy Oliver, premier ranger vert, Kimberly Earp, premier ranger rose, et Jason Scott Lee, le premier ranger rouge. Voilà. Esselés, Billy et Zach font appel à d'autres rangers, Rocky DeCento, deuxième ranger rouge, et Catherine Hillard, deuxième ranger rose. Déterminé, Min Kwan veut aussi les aider et devenir le nouveau Power Ranger jaune, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de ce retour magnifique de sa première série et des acteurs, de certains acteurs de la série originale? J'avoue que j'attendais pas grand chose, j'avoue que j'étais un peu surpris que Netflix décide de lancer un téléfilm pour les 30 ans. Bon, ils ont voulu, c'est la mode en ce moment, ils ont fait ça avec Harry Potter, ils ont fait ça avec Le Seigneur des Anneaux, ils ont fait ça avec Stargate, ils font ça avec Smallville, enfin ils le font régulièrement maintenant de nos jours. Du coup, voilà, je trouvais ça pas mal de faire revenir certains acteurs originaux. J'ai trouvé ça dommage que les autres, ils n'ont pas voulu revenir, le Ranger rouge, le Ranger rose. Après, le Ranger vert, malheureusement, est décédé récemment. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont un peu effacé que Tommy Lee devient le Ranger blanc. J'ai pas compris. Après, la série Power Ranger est une série culte des années 90. Hein. C'était un Sentai japonais qui a été racheté par les Américains pour la petite histoire. Un jour, je ferai une spéciale Sentai. J'ai pas mal de choses à raconter là-dessus. Je vous avouerai. Que je suis un gros fan des Sentai, donc faut pas prendre en compte que Power Ranger est une série américaine. Bon d'accord, ils ont innové en mettant des Américains, tout simplement, des jeunes ados américains, enfin bref, ils ont des têtes de jeunes, mais c'est pas des jeunes, c'est des adultes. Mais à la base, Power Ranger s'inspire des Sentai japonais, qui est une nouvelle édition à l'époque, et puis en fait, les producteurs, qui est Bandai, et Saban ont décidé de racheter les droits des séries de plusieurs Sentai pour pouvoir les mettre sous le nom Power Ranger, qui est devenu maintenant une franchise, parce que ça fait quand même 30 ans que ça dure, donc c'est quand même pas rien. Hein. Du coup, voilà, c'est intéressant d'en parler. Du coup, avant Power Ranger, nous, on a eu le droit à bien sûr plusieurs Sentai qui étaient du coup Bioman, Liveman, Wingspector, enfin tout ça, ça ne parle pas, mais certaines personnes d'une trentaine d'années ou d'une quarantaine d'années comme moi se rappelleront. On a même eu des Jiraiya, des Kamen Rider, enfin des Xor et tout ça. Et du coup, quand Power Ranger est arrivé en 90, dans les années 90, tu avais bien sûr tu avais encore quelques Sentai japonais, mais ça devenait de moins en moins fréquent. À partir du moment où les Power Rangers ont débarqué, toutes les séries de Sentai qui sont sorties sont devenus Power Rangers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Power Ranger est arrivé pas au début du Club Dorothée, mais vers la fin du Club Dorothée. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, si tu voulais voir une série de Sentai, malheureusement, il fallait rester sur TFU, qui s'appelait à l'époque TF1, qui s'appelait TFU, parce que Club Dorothée n'existait pas. Mais Dorothée a été la première à faire venir les Sentai en France, qui était juste une tuerie, quoi. C'est en général un groupe de jeunes gens de qui ont des pouvoirs surnaturels, qui devient soit des Bioman, ou des Lineman, ou des Power Rangers, pour défendre les méchants vilains pas beaux extraterrestres. Et là, du coup, c'était intéressant que Power Rangers, ils ont juste... c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Je vais pas faire une vidéo 20 ans dessus, mais en gros, ils ont pris les épisodes tels qu'ils étaient, en gros japonais. Ils ont effacé toutes les parties japonaises, ça veut dire on voit les acteurs japonais, et ils ont gardé les parties où tu vois les cascadeurs qui doublent les Power Rangers et qui a les scènes de combat. Et en fait, ils ont, on va dire, bradé autour de ça, en gros. En gros, ils prenaient un épisode, genre l'épisode numéro 1, ils enlevaient tout ce qui était avec des acteurs japonais, ils effaçaient, et après, ils retournaient avec les acteurs français, enfin les acteurs américains, excusez-moi. Et du coup, voilà, ils ont fait ça pendant des années, hein, et du coup, après, voilà... Et que ça a cartonné de ouf, parce qu'à l'époque, Power Rangers, c'était de la nouveauté, c'était la première fois qu'on voyait en fait, ils ont pris 5 jeunes d'un rang ethnique, ça veut dire on était dans la mixité et non pas que des japonais ou
des asiatiques, hein, tout simplement. Là, il y avait des blancs, des jaunes, des noirs. Enfin bref, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais en gros, c'était multiculturel. Du coup, c'était là où ça a vraiment été la différence. Et ils ont compris, quoi. Ils ont dit, bon, voilà, les Sentai, c'est sympa. Il y a un business, parce qu'il y a des mechas, il y a des robots, il y a des gadgets achetés. Il y a un sacré commercial business, enfin, ce qu'on appelle un business plan. Il y a de l'oseille à faire. Et du coup, ils ont complètement fait le succès là-dessus, quoi. Et ça dure depuis 30 ans. Et là, le fait qu'ils ont fait une sorte d'épisode anniversaire avec les anciens acteurs et les nouveaux acteurs, parce que du coup, Netflix a récupéré les droits des Power Rangers, donc du coup, tu supposes qu'ils préparent une série pour très bientôt, avec encore une nouvelle édition des Power Rangers, parce qu'il y en a eu tellement que je sais même pas. Il y a Power Ranger Space, Power Ranger Fury Jungle, enfin bref, il y en a eu des milliards. J'avoue, moi, j'ai pas tout regardé, j'en ai regardé quelques-uns au début, parce que j'étais petit. Et puis après, au fur et à mesure, quelle affaire, tu laisses tomber. Parce que chaque année, en fait, c'était des épisodes d'une 50aine d'épisodes. Et du coup, chaque année, ils changeaient les acteurs, ils changeaient les costumes. Et voilà, ça repartait pour plus belle, quoi. Donc voilà, faut se dire que bon, ça reste sympa, parce que c'est du Sentai. Ça rappelle un peu des bons souvenirs. C'est pas ouf. Mais l'épisode 30 ans est assez sympa, il est pas ouf, c'est du grand Power Ranger, t'as la musique Power Ranger acteur et Arigo. Et voilà quoi, ça reste du Power Ranger classique, il n'y a rien de ouf, ils n'ont rien innové. Je suis un peu triste qu'ils ne sont pas tous revenus. Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 4 ou un 5 ou un 7, allez, sans être trop méchant pour être un fan de Power Ranger de la première époque. Ça fait quand même plaisir de les revoir, comme quoi tu te dis, là que tu reprends, tu as 40 ans maintenant, tu te dis waouh c'est chaud, parce que j'ai pris 40 ans récemment, et du coup c'est vrai que bon, il y a des fois, tu te dis, ça vaut pas le coup de faire revenir ces anciens acteurs, parce qu'ils ont tous, la plupart, ils ont 60 ans quoi, c'est un peu chaud quoi, ils ont ça entre 50 et 60 ans, à l'époque ils avaient déjà 30 ans, et là tu les refais revenir 30 ans après, ils sont presque proches de la soixantaine, tu vois. C'est un peu chaud les gars. Bon, Netflix, je comprends, vous êtes en galère, mais abusez pas, tu vois, et bon, ça reste sympa, ça reste fun. C'est un petit moment nostalgie, bon voilà, tu t'amuses bien, mais c'est pas ouf non plus. Voilà, on passe à la suite. Deuxième série d'animation, parce que l'autre c'était un téléfilm, mais bon, on est revenu un peu en aparté sur la licence Power Ranger, mais c'est vrai qu'un jour il faudrait faire un spécial Shinsei Sensei sur les Sentai. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous serez intéressé pour un spécial Sentai, comme ça je le préparerai, et puis je vous montrerai les différents Sentai que moi j'ai connus à mon époque. Il y en a un sacré paquet, et vous allez voir que Power Rangers, je suis désolé, ne sont pas les meilleurs de ce que j'ai vu. C'était bien, mais il y avait mieux. Et il y avait pire aussi. Enfin bref, du coup, on va passer à ma star du moment, que j'ai surkiffé. La série que je regarde en ce moment, elle est disponible sur Amazon Prime Video. Par contre, il faut l'abonnement Pass Warner pour le voir, parce que c'était une série HBO Max, enfin HBO. Alors, elle s'appelle Winning Time, la montée de la dynastie des Lakers, qui est une biopic à l'époque des années 80, des Lakers qu'ils ont, l'équipe de basket, forcément NBA, que tu connais peut-être, qui est la première fois qu'ils ont accédé au titre avec Magic Johnson et Karim Abdul-Jabbar, qui sont encore vivants, et ils sont encore des fois, de temps en temps, tu les vois dans les matchs des Lakers. Donc du coup, c'est un genre de drame biographique, comédie dramatique, et un drame sportif. Parce que c'est un biopic, les gars, donc faut pas vous exciter. C'est vraiment ce qui s'est passé à l'époque de cette série, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a eu une première saison de 10 épisodes, et elle a été renouvelée pour une deuxième saison. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce que la deuxième saison n'est pas encore sortie. Voilà, donc elle est créée par Max Borenstein et Jim Hedge. Elle est basée sur l'heure du spectacle par Jeff Pillerman. Donc c'est John C. Reilly et Quincy Isaiah. Jason Clarke, tu as des sacrés acteurs. Donc Jason C. Reilly est genre le directeur, enfin celui qui va acheter la licence des Lakers. Quincy Isaiah qui joue le rôle de Magic Johnson. Jason Clarke qui joue le rôle d'un espèce d'ancien joueur de basket qui a pris sa retraite, qui était un coach mais qui était plutôt mauvais, qui s'appelle Jerry West. D'ailleurs, c'est lui qui est le logo de la NBA, tout simplement. Tu as Adrien Brody qui est au début un commentateur et du coup, après devient un assistant coach. Tu as Gabby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julian Nicholson, Adley Robinson et Devon Nixon, Salmon Hughes. Et mettant en vedette Tamara Tom Akil, Brett Cullen, Steph Adi Giris et Spencer Garrett. Et Sarah Ramos, Molly Gordon, enfin bref, il y a plein d'acteurs que je connais pas, mais je vous les donne quand même. Joey Brooks, Delante De Souza, Jimmy Atkins,
Austin Aaron, John Young, Rob Morgan et Sean Sally. Donc la musique c'est Nicolas Britell et Robert Glasper. Thème d'ouverture, c'est ma mutinerie préférée par The Coupe États-Unis. Du coup, la langue originale, c'est en anglais, mais bon, tu connais que il y a aussi en français, hein, forcément. Moi, je la regarde en français. Ça, on s'en fout un peu. Production, on s'en fout un peu. Je peux t'en donner un petit peu, mais je suis pas sûr que ça va t'intéresser. Donc, tu as les producteurs exécutifs, tu as Adam McKay, Kevin Massick, Scott Stéphane, bon bref, c'est des noms qu'on s'en fout un peu, éditeur, blablabla. Donc du coup, société de production, c'est Divertissement HBO, Divertissement Cours d'obstacles de Jim H Productions, Industrie de Liber Objet et Jason Sullivan Productions, bref. Donc qu'est-ce que ça raconte Winning Time? On va plus parler de ça, c'est mieux. Donc qu'est-ce qu'est l'histoire de Winning Time? C'est... comme je t'ai dit, en fait, ça reprend l'histoire de le rachat de la franchise des Lakers par un mania des affaires qui est à la base un gros bonnet dans l'immobilier. Donc, il vend tout ce qu'il a quasiment, il est limite à la faillite le gars, pour racheter l'équipe des Lakers. Et du coup, tu choisis un jeune joueur qui est bien sûr le futur Magic Johnson, qui va débarquer à l'époque, il a 19 ans, qui décide de ne pas rentrer à la fac et de rentrer directement dans la licence des Lakers NBA. Et du coup, c'est une série télévisée dramatique sportif américain créée par Max Borenstein et Jim Hedge pour HBO, basée sur le livre Showtime Magic, Karim Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty. The 1980, ouais, c'est dans les années 80, comme je te l'ai dit. Jeff Perlerman, la première saison comprend 10 épisodes, raconte l'ère Showtime des années 80 de l'équipe de basket des Los Angeles Lakers à partir de la fin de 79, mettant en vedette les stars notables NBA Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar. Il présente une distribution d'ensemble dirigée par John Cerelli, Jason Clarke, qui est un acteur génialissime, Jason Segel, Gabby Hoffman, Robert Morgan et forcément Adrien Brody aussi qui est un acteur ouf. La série a été créée le 6 mars 2022 avec l'épisode pilote réalisé par Adam McKay et en avril 2022, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. La série est une dramatisation de la vie professionnelle et personnelle des équipes de basketball de Los Angeles Lakers dans les années 80. La première saison se concentre sur la saison NBA 1979-1980. La première de Jerry Booz, c'est lui le mania des affaires qui rachète justement les Lakers. Et en tant que propriétaire, est l'année de recrue de Magic Johnson. Voilà. Donc, en gros, ça t'apprend vraiment les dessous de ce business qu'est la NBA, qui est maintenant un monstre de ouf. Tu t'apprenais à l'époque que les Lakers c'était une équipe un peu dégueulasse, c'était un peu nul à chier. Et en fait, c'est aussi le début de la rivalité avec Larry Bird des Boston Celtics. Et là, t'apprenais enfin la rivalité Boston contre Lakers, qui est vraiment très important dans l'histoire de la NBA. Ils ont d'ailleurs 15 titres chacun à leur effigie à l'heure d'aujourd'hui, en 2023. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui c'est qui va prendre le momentum, en sachant que peut-être la finale NBA, on y est proche des conférences, elle pourrait se reproduire, parce que là, en ce moment, les Lakers affrontent les Denver Nuggets, et d'un autre côté, les Celtics Boston affrontent les Miami. Donc si les deux ils arrivent à passer, on pourrait avoir un rival de la rivalité de Celtic Lakers, ça peut être très intéressant. Donc du coup j'ai trouvé que cette série elle était dans le thème de cette semaine, hein, clairement. Après si les Lakers ou les Boston se font éliminer, mon scénario il sera mort, mais bon on sait jamais, hein, qui sait. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir cette série, les dessous, comment le mania des affaires Jerry Booz part d'un business de ouf dans l'immobilier, où le mec il vit la grande vie, il est milliardaire, enfin bref, il se ruine complètement parce qu'il décrète du jour au lendemain qu'il veut acheter la Lakers. Parce que cette équipe pour l'instant elle est sur la défaite en fait, elle est en bas de l'échelle, et du coup avec son business plan, avec tout ce qu'il a mis en place, d'ailleurs des fois c'est un peu grâce à ses connaissances avec des bimbos qui règlent les affaires, donc tu comprends que le gars il a pas le time, tu vois, c'est vraiment un mania des affaires. Il envoie des bimbos pour régler ses histoires de plans avec les banquiers parce qu'il est dans la merde, il a plus d'argent. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, et puis tu vois l'évolution de Magic Johnson au début, comment il le démarche, comment il avance, comment il fait sa place dans les Lakers. Karim Abdul-Jabbar, que je connaissais pas du tout parce que je l'avais vu, je savais que c'était un grand joueur de basket et je l'avais vu dans le film Les Jeux de
la mort avec Bruce Lee, je le connaissais pas du tout, c'est un personnage un peu particulier, avec une histoire très très dure, et là tu comprends un peu plus pourquoi il est énormément respecté dans la NBA, parce que tu vois ce qu'il a traversé dans sa vie, tu te dis, finalement ce mec-là, tu comprends pourquoi il est comme ça en fait, et puis voilà, puis Magic Johnson, jeune qui débarque, voilà, avec ses contrats, ses projets, ses histoires d'amour, enfin bref, c'est vraiment un drama quoi les gars, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, musicalement il y a toujours du bon son, c'est les années 80, c'est de la funk, c'est de la soul, c'est bien filmé parce que t'as un mix entre, c'est un biopic, hein, t'as un mix entre des documentaires, des vidéos, des matchs, des archives, c'est vraiment intéressant, c'est bien foutu, je trouve ça vraiment très très bien fait, et l'histoire est pas mal du tout, t'es vachement addictif, tu y prends vraiment goût rapidement, et du coup je me suis retrouvé à commencer la série il y a 2 jours, et là j'ai déjà regardé la moitié quoi, je suis déjà à 7 épisodes quoi, c'est vraiment addictif, on y est presque à la fin, et j'avoue que j'ai hâte de voir où ça va aller, et franchement c'est vraiment très très intéressant, c'est une très très bonne série avec des très bons acteurs, des jeunes acteurs qui promettent énormément, et j'avoue, beau gosse la série, j'ai rien à dire. Alors Winning Time, retiens bien, la dynastie des Lakers sur Amazon Prime Video, mais il te faut le pass Warner, sinon c'est mort pour toi, ou tu peux la trouver autre part, hein, je ne sais pas, ou si t'as HBO. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 20 sur 20 ou un 10 sur 10, parce que la série est tellement géniale qu'elle mérite le Ciné Sensei Trophée, c'est de cette semaine. Le Award du Ciné Sensei. Franchement, cette semaine, je lui donne le Award. Voilà, on va pouvoir voir ce film. Donc, le premier film que je vais te proposer de cette semaine dans ce Streaming World, on va rester aussi dans une biopic, c'est vraiment la semaine biopic, hein. Je suis désolé pour ceux qui ne s'étaient pas branchés biopic, c'est pas du tout votre délire, vous n'allez pas kiffer, mais par contre, ceux qui sont intéressés, sont curieux du cinéma, parce que les biopics c'est très important dans le monde du cinéma, ça se fait de plus en plus. Du coup, là, j'ai regardé un deuxième film, cette fois un film live, qui a été réalisé par Ben Affleck, qui est pas n'importe qui, hein, c'est Monsieur Ben Affleck, aka Batman. Du coup, et il y a aussi Matt Damon dedans, qui est un acteur grandiose. Tu as Jason Bateman, tu as Chris Tucker et Viola Davis. Voilà. Et le scénario, c'est Alex Convery. Du coup, le film, il est sorti récemment sur Amazon Prime Video. Et il est sorti vendredi dernier, donc c'est très très récent. Du coup, le film, il s'appelle Air, et là c'est marqué Air Courtisier, une légende. Et là tu vas comprendre le sens de ce mot-là. En fait, c'est la société de production, c'est Amazon Music, Mandala Pictures, Skydance Media, Artist Equity, Studio 8. Et du coup, c'est un drame biographique. Le film il dure 112 minutes à peu près. Donc Air ou Air Courtiser, une légende au Québec, est un film américain réalisé par Ben Affleck. Ça faisait longtemps d'ailleurs que Ben Affleck n'avait pas réalisé un film, hein, donc c'est vraiment intéressant de le voir derrière la caméra. Est sorti en 2023, il revient sur la genèse de l'association entre la marque Nike, qui n'est pas n'importe quelle marque, et le basketteur, bien sûr, Monsieur Michael Jordan, The GOAT, la légende, le mythe. Après une présentation au festival de South by Southwest, le film connaît une sortie limitée dans les salles en certains pays, mais sera majoritairement diffusé sur Prime Video. Donc le synopsis, c'est en 1984, Sonny Vaccaro est chargé de dénicher, qui est joué par Matt Damon, est chargé de dénicher des jeunes joueurs de basketball universitaires pouvant servir une porte-étendard à Nike, la marque d'articles de sport créée et dirigée par Philip Knight, qui est joué par Ben Affleck. Il travaille au siège de Beaverton, et notamment aux côtés de Howard White. Nike est à cette époque une marque spécialisée sur le running, et la plupart des artistes et sportifs préfèrent les marques historiques qui dominent le marché, Adidas et Converse. D'ailleurs, Converse signe un contrat avec Magic Johnson, tiens, on en revient à ce que je disais il y a 2 secondes, avec Winning Time. Alors que les ventes Nike sont en baisse, le directeur de marketing Rob Strasser met la pression aux équipes pour trouver des nouveaux visages de la marque. Alors qu'on lui suggère Sam Bowie, Sony, Matt Damon, rêve de signer un énorme contrat de sponsoring avec le jeune pouce de basketball Michael Jordan, qui vient tout juste d'être drafté malgré des contacts avec son agent David Falk. Le jeune joueur préfère Adidas à l'époque, et qui vient juste d'être drafté. Et comme son second choix est Converse, il refuse cependant de négocier avec Nike. En gros, il avait choisi d'abord Adidas et après il a dit en second choix, je prendrai Converse. Mais le petit Sony, Matt Damon, en veut à tout prix le signer. Alors, de plus, les dirigeants de la marque de la virgule sont également réticents à cette idée, car le joueur n'est
encore pas une star de la NBA, est trop cher pour le PDG Philip Knight, malgré les rapports amicaux, lui met également la pression, car le conseil d'administration lui met également la pression quant à l'intérêt et conserver la section basketball de Sony. On va s'arrêter là. Voilà. Donc je vais pas te dire plus. Hein. Voilà. Donc tu as compris le principe. Ben Affleck, c'est le boss de Nike. Il envoie Matt Damon, Sony, pour récupérer 3 jeunes joueurs et non pas Michael Jordan, parce que Michael Jordan à l'époque ne voulait pas signer chez Nike, il voulait Adidas et après en deuxième choix Converse. Et tout le film il va se concentrer sur Sony et comment il va se débrouiller tout simplement pour essayer de convaincre Michael Jordan, qui est pas n'importe qui à l'époque, qui est juste un petit jeune joueur qui sort de l'école, quoi, à signer chez eux et du coup à créer les fameuses Air Jordan numéro 1 qui vont se vendre dès la sortie à plus de 168 milliards. Et du coup, la daronne de Michael Jordan va négocier un contrat qui va propulser Michael Jordan au rang de superstar. D'ailleurs, c'est le seul basketteur qu'on peut noter. Il a sa propre marque chez Nike, hein, c'est quand même rien, qui s'appelle Jordan, tout le monde connaît. Et du coup, c'est le seul joueur de basket de la NBA qui a réussi à faire ça. C'est quand même énorme. Maintenant, ça s'élève à 6,8 milliards chez Nike, à Jordan, qui est juste à chaque fois que tu vas dans un magasin Foot Locker, Courir, Decathlon, je sais pas moi où tu veux, Go Sport, tu t'achètes une paire de Jordan. Dis-toi bien qu'il y a une part qui est versée à Nike. Et l'autre part, elle est versée à Jordan. Normal, tout va bien. Et du coup, le film est vraiment bien filmé. Ben Affleck, un grand réalisateur. D'ailleurs, il avait réussi un Oscar avec le film Argo. Matt Damon, grand acteur. Voilà, le duo, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Les meilleurs amis du monde qui font un film. Voilà, et le film, il envoie du steak. Il parle juste des Air Jordan numéro 1 avec Michael Jordan. Michael Jordan, on le voit quasiment pas parce que du coup, ils ont choisi un acteur jeune qui lui ressemble à peu près, mais on le voit quasiment pas du coup. Donc, tu peux pas dire si c'est sur la copie conforme. Mais bon, ils ont voulu faire un effort. Voilà, tu vois vraiment les parents, tu vois Matt Damon, tu vois Ben Affleck, mais tu vois surtout pas Jordan parce que malheureusement, je pense que voilà, Jordan, ils n'ont pas trouvé l'acteur qui colle vraiment au personnage de Michael Jordan. Mais ça reste intéressant, c'est tout ce qui se met en place, le business, la création des baskets. C'est vraiment un film vraiment intéressant au niveau, pour une fois, ça vous apprend un peu de la culture, qui t'apprend un peu la création des baskets de légende, qui vont devenir légendaires, et le fameux Air Jordan, les fameuses Nike Air Jordan que tout le monde en rêvait d'avoir quand on était gosse. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc lui aussi, je lui mettrai un Oscar de cette semaine des Streamer World. Je lui mettrai un 20 sur 20 qui est un super film. Franchement, magnifique. On passe au dernier film et encore un biopic, les gars, désolé. Comme je te l'ai dit, le dernier film, c'est vraiment concentré sur les biopics cette semaine. Là, je vais te parler d'un film qui est sorti sur Apple TV, qui s'appelle Tetris, qui est l'histoire de la création du plus grand jeu vidéo à l'époque, qui est sorti sur Nintendo, sur toutes les consoles après par la suite, les PC, tout ça, qui s'appelle le jeu Tetris. Tout le monde connaît le Tetris, on en a déjà entendu parler. Et du coup, le réalisateur, c'est John S. Baird, et le scénario, c'est Noah Pink. La musique, c'est Lorne Balfe, et du coup, la société de production, c'est AI Film et Marvel Film, qui ont fait les films Kingsman, que tu connais, hein, bien sûr, et plein d'autres films, Kick-Ass, enfin bref. Donc le pays de production, c'est États-Unis, Royaume-Uni, et c'est un drame biographique qui dure 118 minutes. Et l'acteur principal qu'ils ont choisi, c'est Taron Egerton, excusez-moi si j'ai mal prononcé son nom, qui joue le rôle d'un vendeur de jeux vidéo, tout simplement. Et du coup, ils ont choisi pas mal d'acteurs aussi, j'avoue, je les ai pas tous retenus, d'ailleurs j'ai pas les acteurs, je suis désolé. Donc du coup, Tetris est un film historique américano-britannique réalisé par John C. Baird et sorti en 2023. Il revient sur le développement du célèbre jeu vidéo du même nom et la bataille juridique de ses droits pour ses droits. Il est présenté au festival de South by Southwest avant la diffusion sur Apple TV. Donc synopsis, c'est Hank Ranger, développeur et promoteur de jeux vidéo, qui est rejoué par Taron Egerton, voit pour la première fois le jeu Tetris à un salon professionnel en 1988 et il prend alors tous les risques pour lui et sa famille en se rendant en URSS pour négocier les droits de la publication afin de commercialiser le jeu dans le monde entier. Et il va alors faire face à un monde rempli de corruption ou conclure un contrat qui n'est pas si évident que ça. Alors, en gros, donc comme je t'ai dit, Taron Egerton, il joue le rôle de Hank Ranger, qui est un promoteur de jeux vidéo tout simplement,
qui vendent des jeux vidéo sur le Go à l'époque. Bon, ceux qui connaissent le Go, c'est un peu le jeu d'échecs japonais. Et du coup, ces jeux ne fonctionnent pas, ça marche pas, personne en veut. Et du coup, ils découvrent dans un espèce de salon de jeux vidéo le fameux jeu Tetris qui a été fait par un Russe qui est parti sur un ordinateur, ce qu'il y a de plus simple. En gros, parce que en fait à l'époque c'était la Russie, à l'époque c'était encore le mur de Berlin, c'était encore c'était compliqué parce que la guerre il l'avait perdu, tu vois, c'était un peu chaud on va dire, et du coup c'était encore un peu trop tendu, et du coup le mec il a créé un jeu vidéo parce qu'il se faisait chier au taf, c'est ça qui est le plus drôle en fait. Le créateur russe s'est faisait chier au boulot, donc il a créé avec des parenthèses, c'est là où c'est ouf, il a créé avec des parenthèses, des guillemets, enfin des espèces de bases de futur Tetris pendant 100 heures de boulot parce qu'il se faisait chier, parce qu'il était genre il faisait partie de je dis pas de la mafia, n'importe quoi, je dis des conneries, mais il faisait partie de la Gestapo, en gros, le Gestapo russe, tu vois, enfin les espions russes, et du coup, qu'il se faisait chaud taf, il s'est créé un petit jeu, et du coup, il a son jeu, et il l'a mis surtout à ses potes sur disquette, et il l'a vendu partout dans le monde, parce qu'il y a un mec qui a senti que ce jeu avait du potentiel, et du coup, là, il y a une version pirate qui s'est diffusée dans le monde entier. Et du coup, le fameux Hank Roger décide à tout prix de vendre les droits de ce jeu sur des consoles, et du coup, il décide d'aller voir Nintendo, qui est quand même la console à l'époque du moment, qu'ils ont un projet de sortir la première console de salon, qui va s'appeler la NES, que tu connais peut-être. Et ils ont aussi un projet de sortir une Game Boy. On est au tout début de la sortie de la Game Boy. Et à la base, Nintendo voulait se lancer dans une sortie avec le jeu Mario. Et en fait, Hank Roger a réussi à les convaincre de ne pas prendre ce jeu en jeu de sortie, mais le fameux jeu Tetris qui a un énorme potentiel et qui pourrait révolutionner tout l'univers de l'industrie du jeu vidéo. Et du coup, Nintendo décide de tout faire et de mettre tous les moyens possibles et imaginables pour Hank Roger pour récupérer les droits de vente de ce fameux jeu. Et là, Hank Roger, il va en Russie, décide de faire des négociations, mais les Russes, ils ont fait des promesses à Apple, ils ont fait des promesses à Mac, enfin bref, c'est un gros business, tout le film c'est du business, parce qu'ils veulent tous récupérer les droits et il n'y a personne qui obtient qu'est-ce qu'il veut, et du coup les Russes vont en profiter parce qu'ils ne veulent pas laisser partir le jeu à l'étranger sans récupérer de l'oseille, parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est la fin de la fin quoi, c'est Gorbatchev ou je sais pas quoi, cette époque-là, là, c'est la Russie, elle est en train de changer, du coup, voilà quoi, l'ancienne époque en train de changer. Les jeunes en ont marre de penser russe, manger russe, dormir russe. Ils veulent s'ouvrir au monde entier. Ils veulent s'ouvrir à l'international. Et les Russes font tout pour garder le minimum, le peu de pouvoir qui leur reste, tu vois. Et c'est vraiment intéressant. Tu vois que c'est tendu. Tout le film, il est tendu. T'es en pression. T'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouah, le gars, il est en stress et tout. Et il faut se dire la vérité, c'est une vraie biopic, les gars. C'est la véritable histoire du jeu vidéo. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est un film, vraiment, il est vraiment prenant. T'es à fond dans le film. Moi, j'ai regardé le film. J'étais en panique. Je dis, mais c'est vrai cette histoire de ouf? Et oui, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, au final, il a gain de cause. Mais vous vous rendez pas compte par quoi il est passé pour galérer pour avoir tous ces fameux droits, quoi. Et Nintendo, Nintendo qui était la grosse production japonaise à l'époque, qui se lançait dans un jeu russe, déjà c'était encore plus compliqué. C'est là que vous voyez qu'à l'époque, même lui le dit, Hank Roger dit mais c'est qu'un jeu vidéo quoi. Mais eux ils voient tout le côté pouvoir, le côté oseille, enfin bref, ils veulent tous récupérer une part du gâteau comme on dit. Et du coup ça fout un bordel mais sans nom quoi les gars. Et franchement le film est magnifique. Et l'acteur Taron Egerton, qui a joué Robin des Bois, qui a joué dans Kingsman 1 et 2, est juste magnifique quoi. Le film est énorme quoi. Le film est génialissime. Et j'avoue, ce film-là, il m'a vraiment surpris, il m'a vraiment bluffé. J'avoue, si j'avais une note à lui mettre, comme le film R, je lui mettrais un 20 sur 20, parce que les niveaux intelligence, niveau scénario, niveau pression, en fait, tout est dedans pour que tu passes un bon moment, quoi. Et t'apprends des choses. Et vraiment, c'est vraiment incroyable, parce qu'à la fin, tu vois des photos de l'histoire vraiment le créateur de Tetris, et ils ont trouvé un acteur qui colle, et même Taron Egerton, il a fait en sorte de coller à ce fameux Hank. Et franchement, c'est waouh, bravo les gars. Franchement, respect total. Donc voilà pour ma vidéo de Streaming World cette semaine. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, like, partage, abonne-toi, mets des commentaires. Mets-moi dans les commentaires si tu veux un spécial Sentai. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, garde le fan spirit en toi. Allez, ciao, à plus tard.